Concrètement, ce sont moins de moyens pour les équipements publics, les transports du quotidien, la rénovation thermique ou encore la vie associative. Cette politique accentue les fractures sociales et territoriales, particulièrement dans les quartiers populaires, les zones rurales ou les outre-mer. Dans ces territoires d'outre-mer, la situation est encore plus préoccupante. L'enveloppe budgétaire globale de l'État y recule fortement par rapport à l'an dernier, ce qui fragilise encore des services publics déjà sous tension. Là aussi, ce budget prolonge des arbitrages déjà à l'œuvre depuis 2017. Alors, école, hôpital, collectivités territoriales, transition écologique sont sacrifiés quand dans le même temps le budget des armées, lui, est doublé sur la dernière décennie. Voilà la politique qui ruine l'avenir de notre pays. On nous dit enfin que ce budget serait adapté à une conjoncture difficile, à des contraintes externes inévitables. La vérité, c'est qu'il est le dernier épisode d'une série commencée en 2017. C'est cette continuité que nous censurons aujourd'hui. Nous censurons la continuité d'un système fiscal qui protège le capital plus haut que le travail contre l'avis d'une majorité de Français. Nous censurons la continuité d'un affaiblissement des services publics qui fragilise la cohésion nationale. Nous censurons la continuité d'une hiérarchie des dépenses qui sacrifie la justice sociale et la transition écologique. Pour toutes ces raisons, et au nom de cette exigence de cohérence sociale, démocratique et écologique, nous vous appelons dans votre grande majorité à voter cette motion de censure. Censure du gouvernement et de ce budget qui est l'expression la plus fidèle de la politique d'Emmanuel Macron. Monsieur le Premier ministre, en vous censurant, nous assumons notre constance, notre cohérence et ce n'est pas négligeable en politique, nous assumons aussi la fidélité à nos électeurs. Merci beaucoup, Monsieur le Président Peu. La parole est à présent à Monsieur Gaëtan Dussauceil pour le Rassemblement national. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Ce soir, nous arriverons enfin au bout des discussions budgétaires pour l'année 2026. Ce soir, deux options s'offrent donc à nous. Ou votre gouvernement sera parvenu à imposer, contre toute raison budgétaire, contre tout sérieux comptable, contre toute ambition politique, un projet de loi de finances tout aussi mauvais que les précédents, c'est dire. Ou bien alors ce soir, parce que dans un ultime élan de dignité soudaine, de courage politique retrouvé et surtout de respect, je dis bien de respect de la volonté du peuple, une majorité de députés aura enfin pris la sage et nécessaire décision de vous arrêter, c'est-à-dire de vous censurer. 115 jours. 115 jours, souvenez-vous, chers collègues, nous séparent du dépôt de la première copie budgétaire de votre gouvernement ultra-minoritaire. 115 jours, c'est finalement le temps que vous avez estimé, Monsieur le Premier ministre, nécessaire pour user de la patience de chacun de nos concitoyens. C'est le temps qu'il vous aura fallu pour obtenir le soutien parfois assumé, parfois honteux ou même parfois planqué, mais soutien quand même, de chacun des députés qui ne votera pas ce soir la censure avec nous. En bon macroniste, vous avez fait finalement ce que vous savez faire de mieux, vous vous êtes joué des outils institutionnels qu'offre notre précieuse Constitution. Le budget, ça devait être la concrétisation de l'ambition politique d'un gouvernement, la concrétisation de la direction de l'impulsion qu'il souhaite donner au pays. Ça devait être bien plus, en réalité, qu'une simple gestion des affaires courantes de l'État avec la continuité de l'action publique. Le budget, c'est une trajectoire. C'est un horizon qui permet aux forces vives du pays, aux familles, à ceux qui produisent les richesses nationales, de se projeter vers l'avenir parce que justement cet avenir, il est clair, parce qu'il est défini. Le budget, ça devait être aussi ce moment, plus pour vous d'ailleurs que pour nous, mais le moment de vous racheter auprès des Français, en corrigeant les erreurs et les injustices que vos choix passés ont engendrées. Mais en bon macroniste, vous n'avez évidemment rien fait de tout cela. Le seul objectif que vous avez poursuivi mordicus, c'est d'empêcher le retour aux urnes, d'empêcher le retour devant le peuple et par la même occasion de sauver vos places. Sur cet objectif d'ailleurs, vous avez été rejoint par vos désormais supplétifs du Parti socialiste et des Républicains. Et pour cela, vous avez été prêt à tout, Monsieur le Premier ministre. Durant 115 jours, nous avons souffert, et les Français avec nous, de vous voir vous jouer des Français, de vous voir vous moquer des Français et surtout de vous voir mentir aux Français. Il faut un budget, il faut un budget, il faut un budget. Mais pourquoi et quel budget?
Cet impératif au budget à tout prix ne vous a pas permis de cacher sa nature réelle. Oui, Monsieur le Premier ministre, c'est un budget de défaite. C'est un budget de punition et de privation nouvelles. C'est un budget incompétent, fait par des incompétents qui, après avoir répété à longueur de plateau de télé « responsabilité, responsabilité, responsabilité », envoient quand même les comptes publics droit dans le mur. Et les semaines qui suivront, et le pire c'est que vous le savez vous-même, ne feront qu'accentuer cette réalité. Qu'avez-vous fait, par exemple, pour répondre à la crise sociale et à la crise du pouvoir d'achat dans notre pays? Absolument rien. Alors qu'un Français sur 4 est à découvert chaque mois. Votre seule réponse est d'augmenter les taxes sur les mutuelles, créer une nouvelle taxe sur les petits colis, aggraver le malus aux automobiles, raboter les allocations familiales pour plus d'1 milliard d'euros d'ici 2028, ou encore, dernière nouvelle, exclure les Français qui travaillent, et je pense en particulier à nos jeunes apprentis, de la possibilité de financer le passage de leur permis de conduire avec les comptes de leur compte personnel de formation, c'est-à-dire le CPF. Qu'avez-vous fait pour réduire drastiquement le coût abyssal de l'immigration dans notre pays, comme vous le réclament des millions de Français? Rien, absolument rien. Les chiffres sont tombés d'ailleurs. En 2025, les premiers titres de séjour délivrés ont explosé de 11,2%. Ça veut dire qu'en 2025, chaque jour, la France a délivré plus de 1000 primo-titres titres de séjour. Ce sera certainement ce qu'on appelle l'effet Retailleau. Et ne parlez pas d'une immigration nécessaire à notre économie, car outre l'indécence de ce discours qui fait de la comptabilité avec les corps et les esprits des autres, les titres délivrés pour motifs économiques ont, eux, reculé de 13% sur un an. En bref, on accueille toujours plus et ils travaillent toujours moins. L'effet Retailleau, sans doute. À ce sujet, est-ce que le garde des Sceaux, M. Gérald Darmanin, qui ne nous fait malheureusement pas l'honneur de sa présence, toujours prompt à faire des annonces fracassantes pour exister médiatiquement, pourrait parler au reste du gouvernement de sa proposition de suspendre l'immigration légale et régulière pendant 2 ou 3 ans, et singulièrement au ministre des Affaires étrangères, puisque c'est lui qui doit porter seul la responsabilité de ce sujet. En attendant, et malgré ces nouveaux records en matière de politique d'immigration, rien, toujours rien, ni sur les soins gratuits réservés aux clandestins, ni sur les aides non contributives versées chaque année aux étrangers. On vous parle quand même de 18 milliards d'euros. Qu'avez-vous fait enfin pour réduire le déficit des comptes publics et vous attaquer concrètement au gaspillage qui est fait de l'argent des Français? Parce que vous parlez de budget, mais cet argent, je vous le rappelle, ce n'est pas le vôtre, c'est celui des Français, et particulièrement des Français qui travaillent et qui ont travaillé. Vous n'avez rien fait, absolument rien. Pas une seule économie sur le millefeuille administratif. Pas une seule économie sur l'une des 1244 agences et opérateurs publics. Pas une seule économie non plus sur notre contribution nette au budget de l'Union européenne. Pire, vous augmentez même cette contribution de 5 milliards d'euros supplémentaires. Mais au nom de qui et au nom de quoi? Au même moment, la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, elle veut passer outre le vote des députés européens et accessoirement, pour le peu que ça vous intéresse, le vote de cette Assemblée nationale pour accélérer et ratifier le plus rapidement possible l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Et votre seule réponse, Monsieur le Premier ministre, c'est d'augmenter la facture pour les Français. C'est d'une complaisance inouïe. Alors qu'avez-vous fait enfin pour soutenir nos entreprises, quelle que soit leur taille, leur localisation ou leur secteur d'activité? Rien, et c'est tragiquement toujours rien. Vous faites même pire que rien, puisque vous décidez d'augmenter la fiscalité sur les entreprises françaises pour près de 8 milliards d'euros, et vous revenez sur votre propre promesse de baisser les impôts de production dans notre pays, comme la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui ne diminuera pas non plus cette année d'un seul dixième de point. Alors vous savez, il ne suffit pas de placer 5 fois dans une phrase le mot de responsabilité pour faire oublier que votre budget, comme d'habitude, augmente la dépense publique de 37 milliards d'euros pour cette année et que votre budget, comme d'habitude, augmente les impôts pour près de 10 milliards d'euros, rien que pour l'année 2026. Et je ne parle ici que du scénario le moins défavorable, car à l'incompétence et à l'injustice de ce budget s'ajoute également l'insincérité de vos propres estimations et de vos propres chiffres. Et pour une fois, ce n'est pas que le Rassemblement national qui vous le dit. C'est le rapport du sénateur Husson, et qui est pour le coup très clair. La légèreté de la documentation apportée par votre propre gouvernement, si ce n'est parfois même l'absence totale de documentation, laisse à penser sérieusement que le déficit et la dette pourraient s'écarter sensiblement des trajectoires que vous annoncez. Pour faire simple, il y aura bien en 2026 un dérapage budgétaire, mais peut-être même que ce dérapage serait plus grave que celui que vous nous annoncez aujourd'hui. Comme quoi l'insincérité, le mensonge sont définitivement la marque de fabrique de ce gouvernement et plus largement de la Macronie. 2 exemples me reviennent d'ailleurs à l'esprit. Je ne reviendrai pas sur la promesse de ne pas avoir utilisé le 49.3 pour finalement, évidemment, grande surprise, comme Marine Le Pen et Jordan Bardella l'avaient annoncé, revenir au 49.3. Mais il y a quand même 2 exemples récents et assez flagrants. Celui du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale, votre PLFSS. Je parle bien de votre projet de loi de financement de la sécurité sociale, votre PLFSS, car je rappelle ici que tous les groupes
à l'exception de 3, ont permis son adoption. Des députés LR, en passant par les députés macronistes et députés socialistes, mais aussi avec le soutien un peu honteux de quelques députés écologistes et communistes et quelques soi-disant sans étiquette, vous avez tous permis le passage en force de ce PLFSS. Eh bien, nous sommes à peine un mois après l'entrée en vigueur de votre PLFSS, et le Haut Conseil du financement de la protection sociale nous informe que le budget et le déficit annoncés que vous avez votés, tous main dans la main, sont d'ores et déjà faux. Il ne correspond déjà plus, à peine un mois après le vote, rendez-vous compte, à la réalité. À peine un mois suffit désormais pour que la réalité vienne s'opposer à vos propres estimations. Et cette réalité, c'est que le déficit, malheureusement, une fois encore, le déficit des comptes de la Sécu est désormais le pire déficit depuis la crise Covid. Quelle prouesse, messieurs, dames les ministres, quel sérieux, quelle crédibilité. Second exemple, toujours dans le cadre du PLFSS, c'est lors des débats que nous avions eus, vous avez tous, à l'exception des groupes Rassemblement National et UDR bien évidemment, voté pour augmenter la CSG sur les revenus du capital. Puisque le Rassemblement National est opposé à toute augmentation de la fiscalité, les députés du RN vous ont sommé de dire ici quels produits d'épargne seraient attaqués par cette décision. Est-ce que ce sont les assurances-vie, les plans d'épargne retraite, les PERCO, PEL, PEA ou autres? Et vous avez affirmé, ici même, vous, mesdames et messieurs les ministres, droit dans les yeux des Français, vous leur avez dit que les plans épargne retraite ne seraient pas concernés par cette augmentation de cotisation. 15 jours passent et les Français découvrent une nouvelle fois que vous leur avez menti. La CSG a bel et bien augmenté sur les plans épargne retraite. Alors oui, nous n'avons pas confiance. Et comme des millions de Français avec nous, nous ne croyons plus un seul mot, un seul chiffre, une seule annonce, une seule promesse de votre gouvernement. Dans ces conditions, chers collègues, accepter de ne pas censurer le gouvernement ne veut dire qu'une chose. Le gouvernement reste et les Français paieront. Vous savez, et je voudrais en finir d'ailleurs là, j'aimerais vous faire une petite confidence. Moi, j'en veux ici ce soir, peut-être moins, et c'est une première, au gouvernement et aux ministres assis ici et à sa minorité présidentielle, qu'à tous ceux qui ne censureront pas en connaissance de cause. Parce qu'il y a certes celui qui commet la faute, qui sait très bien qu'il commet la faute, c'est-à-dire le gouvernement, mais il y a aussi celui qui se tient à côté, qui le regarde faire, qui le laisse faire et qui, d'une certaine manière même, l'encourage à faire. Ne pas voter la censure ce soir, c'est plus qu'approuver le gouvernement macroniste. C'est l'accompagner, l'encourager et même, d'une certaine manière, y participer. Alors, je ne vais pas vous adresser ces mots qui vont suivre uniquement au nom du Rassemblement national, mais au nom des millions de Français qui espèrent le changement, et vous les connaissez. Ces millions de Français qui s'impatientent de l'alternance, qui ont soif de tourner le plus rapidement possible la page du macronisme dans notre pays. Entendez et respectez, chers collègues, ceux qui vous ont confié votre mandat. Soyez à la hauteur de votre mandat. Votre peur des élections, votre peur du verdict des urnes, votre peur de la sagesse du peuple vous rendent perméable aux pires contradictions. Et je n'arrive pas à comprendre, du fond de mon cœur, je n'arrive pas à comprendre comment on peut se dire de droite, vouloir baisser la pression fiscale sur nos entreprises et malgré tout laisser faire un gouvernement qui augmente encore les impôts et fait payer en priorité la France qui travaille. Moi, je ne comprends pas et je ne suis a priori pas le seul à ne pas comprendre, étant donné la sanction électorale infligée à LR ce dimanche, hier, dans la 3e circonscription de Haute-Savoie. Et je salue par la même occasion la victoire de notre désormais collègue Antoine Valentin, élu à près de 60% des voix au second tour face au LR. Je n'arrive pas à comprendre non plus comment on peut se dire de gauche, être tantôt socialiste ou écologiste ou communiste ou ce que vous voulez, et laisser faire un gouvernement qui s'apprête à supprimer 4000 postes dans l'enseignement, 4000 postes d'enseignants, je ne comprends pas. Comment peut-on être, et je ne parle pas uniquement d'ailleurs à la gauche, un député, un élu attaché à son territoire et accepter qu'avec ce budget, on ferme, on supprime de nouvelles classes et de nouvelles écoles chez soi. Je m'adresse d'ailleurs particulièrement aux élus de la ruralité. J'en connais quelques-uns, y compris dans mon département des Vosges, et qui hésitent encore sur leur vote pour la censure. Vous connaissez mieux que quiconque l'importance d'une école, qu'elle soit maternelle, primaire ou les deux dans la vie de nos villages. Vous savez mieux que quiconque que lorsque l'école ferme, c'est aussi l'association des parents d'élèves qui s'arrête et avec elle tout cet engagement profondément humain, tout cet engagement de femmes, d'hommes, de parents qui ne comptent pas leurs heures en dehors de leur vie professionnelle et de leur vie familiale pour accorder ce temps si précieux dans l'organisation de la moindre petite fête, ce moindre moment de rencontre et de partage essentiel à la vie de nos villages. Alors comment pouvez-vous accepter de laisser faire un tel gouvernement? Je ne le comprends toujours pas, et vous savez vous-même, parce que vous les entendez dans votre propre circonscription, que des millions de Français pensent exactement la même chose. Alors un peu de courage, indépendamment des étiquettes, des divergences, des appartenances et des parcours politiques de chacun,
pour une fois, faisons fi de tout cela. Pensez à l'intérêt national. Pensez au bien commun. Si vous estimez être un député utile à votre territoire et à ceux qui vous ont fait confiance, si vous avez le plus haut respect et la plus haute estime pour la démocratie dans notre pays, alors vous n'avez aucune raison de vous inquiéter de la dissolution. La dissolution, c'est l'espérance. L'espérance de donner aux Français 1 an d'avance à l'alternance. Alors oui, on peut faire autrement, sans excès, sans drame, pour peu que l'on fasse confiance au peuple français. Laissez, chers collègues, le peuple donner à la France une majorité nouvelle. Laissez le peuple s'exprimer à travers de nouvelles élections. Laissez le peuple choisir un gouvernement légitime, c'est-à-dire la première condition au retour de la puissance dans notre pays. Laissez le peuple décider par lui-même, et pour cela, censurer. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à présent à madame Hanan Mansouri pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, aujourd'hui, ce n'est pas le Parlement qui est en cause, c'est le gouvernement. Car lorsqu'un exécutif n'est plus capable de faire adopter son budget, ce n'est pas l'Assemblée qui bloque, c'est le pouvoir qui vacille, faute de cap, faute de courage, faute de majorité. Une première question se pose, mais où est donc passé le Front républicain? Car il y avait du monde pour nous voler les élections en 2024, mais plus personne pour voter le budget. Car le recours au 49.3 n'est pas un outil de gouvernance, c'est un aveu d'échec. Et cet échec tient en un seul chiffre, 132 milliards d'euros de déficit. Voilà la réalité brute du budget 2026. Le reste n'est que rhétorique, habillage et fuite en avant. Présenter un tel naufrage comme de la stabilité, ce n'est plus gouverner, c'est capituler. En déclenchant le 49.3, vous faites un choix révélateur de votre faiblesse politique. Gouverner par le passage en force n'est jamais un signe d'audace. C'est toujours le symptôme d'un pouvoir à court d'arguments et à court de légitimité. Vous assumez désormais un déficit public à 5% du PIB, comme si l'endettement massif était devenu une norme acceptable. Les recettes atteignent 365,5 milliards d'euros avec un taux de prélèvement obligatoire de 43,9%. Autrement dit, la France reste l'un des pays qui taxe le plus au monde, non pas pour mieux servir, mais pour continuer à mal dépenser. Vous nous parlez d'efforts, 0,4 points de PIB, soit 12 milliards d'euros d'économies. Mais où sont-ils? Pas sur les structures de la dépense publique, pas sur les doublons administratifs, pas sur les agences inutiles, pas sur les gabegies que tout le monde connaît et que personne n'ose affronter. On préfère l'ajustement à la marge, le saupoudrage technocratique, l'illusion de la réforme sans jamais s'attaquer au cœur du problème. Côté recettes, même absence de courage, vous renoncez à l'année blanche sur l'impôt sur le revenu. Vous prolongez sans horizon la contribution différentielle sur les hauts revenus, vous maintenez l'IFI inchangé et vous multipliez les taxes dites symboliques. Une fiscalité de grignotage, jamais de choix clair. Pour les entreprises, le discours est le même. La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises est prolongée avec 7,5 milliards d'euros attendus en 2026. On pénalise ceux qui créent de la valeur tout en prétendant défendre la croissance. Le message est limpide. En France, réussir reste suspect. Le malaise est tel que vous avez dû adresser un courrier de 3 pages aux chefs d'entreprise. Mais quand un budget est bon pour l'économie, on ne l'explique pas par une lettre recommandée, on le constate sur le terrain. Quand un budget libère, les entrepreneurs investissent, embauchent, innovent, ils n'attendent pas une lettre de Matignon. S'il a fallu invoquer la stabilité, le patriotisme économique ou la défense nationale pour justifier une surtaxe de 7,5 milliards d'euros sur environ 3 groupes, c'est bien que cette fiscalité est une ponction, pas une stratégie. Depuis quand la stabilité fiscale consiste-t-elle à prolonger indéfiniment une contribution censée être exceptionnelle? Depuis quand la visibilité consiste-t-elle à renoncer à la baisse de la CVAE pourtant promise, tout en demandant aux entreprises de comprendre? Ce courrier n'était pas un geste d'apaisement, c'était l'aveu que vous faites payer l'économie réelle pour financer votre incapacité à réformer l'État. Donc, chers collègues, notamment des Républicains qui brillent par leur absence, donc je vais faire comme eux pour une fois, je vais parler dans le vent, votez cette censure, rejoignez l'UDR et ses alliés du Rassemblement national au lieu de continuer cette alliance des contraires avec la gauche et les macronistes. L'élection partielle remportée hier par notre nouveau collègue Antoine Valentin en est encore le rappel cinglant.
Quand une droite est claire, cohérente et courageuse, les Français lui font confiance. Gouverner, ce n'est pas aligner des colonnes Excel, c'est choisir. Choisir de baisser les dépenses pour baisser les impôts. Choisir de libérer le travail plutôt que de l'entraver. Choisir de faire confiance aux Français, ménages comme entreprises, au lieu de considérer qu'un euro serait toujours mieux dépensé par l'État que par celui qui l'a gagné. Ce budget n'est pas un budget de redressement, c'est un budget d'attente, un budget qui repousse les efforts à demain en espérant que demain ne vienne jamais. Mais la réalité, elle, finit toujours par rattraper les gouvernements sans courage. C'est pourquoi le groupe UDR votera la motion de censure, parce que ce gouvernement n'a pas le souffle nécessaire pour construire, mais continue d'imposer son diktat socialiste par la contrainte. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent à Madame Françoise Buffet pour le groupe Ensemble pour la République. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, je ne vais pas reprendre à cette tribune les nombreux arguments en faveur du vote de ce budget de compromis. Ils ont été largement exposés. Je veux plutôt parler du moment politique que nous vivons et de ce que nous devons au pays. Notre Assemblée est plus fragmentée qu'elle ne l'a jamais été sous la Ve République. Dans ces conditions, elle peine à trouver des majorités pour engager les réformes structurelles pourtant indispensables à la solidité et au rayonnement de notre nation. Les médias se font bien plus souvent l'écho de nos querelles, des incidents de séance ou des coups d'éclat permanents que des projets de fond que pourtant nous discutons aussi. Beaucoup imaginent que les conflits de l'Assemblée ne sont qu'une reproduction des divisions de notre société, qui seraient traversées par des failles profondes, pétries de doutes. Pourtant, les oppositions idéologiques ne sont pas plus intenses qu'elles ne le furent dans les années 80 ou 90 à la fin de la guerre froide. Elles sont même sans doute moins marquées. Et quand il n'y a plus de grands clivages, ce sont les petites différences qui priment. Elles doivent alors être exagérées, mises en scène à outrance par les ingénieurs du chaos, afin de justifier l'existence d'un camp qui s'oppose à un autre. Comme si la concorde et la paix sociale, par quelques ruses de l'histoire, suscitaient leur propre dislocation à mesure qu'on s'en approche. Et pourtant, nous n'avons jamais eu autant besoin d'être unis. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit en arrivant à Matignon, notre vie politique nationale et son théâtre d'ombre semblent bien loin des enjeux géopolitiques mondiaux et des menaces qui pèsent sur notre souveraineté. Ce début d'année 2026 nous le rappelle avec force, alors qu'une puissance que l'on pensait alliée menace de s'emparer d'un territoire européen et intervient au mépris du droit international pour imposer sa loi au-delà de ses frontières. Aux lisières de l'Europe, depuis 2022, la Russie cherche aussi, elle, à imposer sa loi en envahissant militairement l'Ukraine. Et dans ce concert désuni des nations, la Chine n'attend plus qu'une opportunité pour s'emparer de Taïwan. Le fragile équilibre bâti au sortir de la Seconde Guerre mondiale menace de voler en éclats et d'entraîner dans son effondrement le retour à l'âge des prédateurs. En ceci, nous ne sommes pas loin de l'état du monde de 1957. Camus, alors lauréat du prix Nobel de littérature, exprime cette pensée qui reste ô combien d'actualité. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. L'enjeu est encore celui-là, éviter que le monde se défasse. Ce budget doit y contribuer et c'est pour cela qu'il est attendu. Non parce qu'il résoudra tous les problèmes du pays ou révolutionnera notre société, mais parce qu'il fournit des outils indispensables au maintien de la France et de l'Europe dans le monde. Au maintien de son armée, bien évidemment, mais aussi au maintien de sa puissance agricole sans laquelle nous ne sommes plus rien, et de son tissu économique qui seul garantit la croissance indispensable à la préservation de notre modèle social. L'histoire est sévère avec les peuples qui se divisent au moment où ils devraient s'unir.
Les cités grecques, épuisées par leur rivalité, ont fini par livrer leur destin à Philippe II de Macédoine. Donald Trump, Vladimir Poutine ou Xi Jinping sont autant de Philippe II en puissance. La leçon des pères de la démocratie est simple. On trouve toujours de bonnes raisons d'exagérer ce qui nous sépare. On découvre souvent trop tard qu'on en avait de bien meilleurs de protéger ce qui nous rassemble. Mes chers collègues, voter ces motions de censure, ce serait ajouter de l'instabilité à l'incertitude. Ce serait fragiliser la France quand elle doit être forte. Ce serait refuser l'esprit de compromis que nos concitoyens attendent. Nous ne les voterons donc pas pour que la France ait un budget. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent à Madame Nathalie Osiol pour le groupe La France Insoumise. Merci. Madame la Présidente, ministres, collègues, quelle est longue la fin de règne de la Macronie. Elle est longue pour le peuple, car plus personne dans le pays ne soutient la politique de ce gouvernement. Elle est longue pour nous, parlementaires, qui avons à subir le 31e 49.3, 31e coup de force gouvernemental. Mais elle est surtout longue pour vous, mesdames et messieurs les derniers ministres macronistes, qui vous épuisez à déployer l'énergie du désespoir pour avancer contre le courant de l'histoire. Elle est longue pour vous, monsieur Lecornu, contraint de vous désavouer en ayant recours au 49.3 que vous aviez juré ne jamais utiliser. Un 49.3 annoncé du bout des lèvres, depuis le banc des ministres, dans un hémicycle vide. À force de mépriser le Parlement, même vous êtes usé par l'autoritarisme dont vous abusez. Cette motion de censure est une nécessité démocratique pour le pays. 73% des Françaises et des Français sont opposés à ce budget. Un budget qui, je le rappelle, est imposé sans majorité parlementaire, rejeté dans le pays et porte une austérité brutale et idéologique. Fini le temps des promesses de dialogue et de compromis, promesses qui n'ont berné que ceux qui avaient envie d'être bernés. D'ailleurs, en janvier, le gouvernement ne tenait plus qu'à 32 voix. Vous avez échappé à la censure à 22 voix près la dernière fois, à 19 voix près celle d'avant. Quelle est longue la fin de règne de la Macronie quand tout le monde sait, vous y compris, que vous ne tenez qu'à un petit fil d'arrangement de couloir. Oui, puisque le Parti socialiste s'est porté volontaire pour vous accompagner dans votre lente agonie politique. On se rappellera que c'est à cause du groupe socialiste que la motion de censure est examinée ce lundi à 17 h et non pas demain mardi, qui était pourtant le jour prévu à l'origine pour le vote du budget. Pourquoi ce choix ? Parce qu'il est plus difficile pour les députés de région et pour les députés ultramarins qui ont voté très majoritairement les deux premières censures, y compris ceux du groupe socialiste, d'être présents le lundi. Par ailleurs, le mardi est le jour où les députés sont le plus présents à l'Assemblée, parce que c'est le jour des réunions de groupe et des questions au gouvernement. Il y avait donc davantage de risques pour la sociale Macronie que des députés, comme pour les précédentes motions, soient convaincus de voter la motion ou puissent donner leur délégation de vote à des députés insoumis, communistes ou écologistes présents pour voter. Voilà le type de petites manœuvres auxquelles se raccroche le gouvernement pour tenir tant bien que mal. Rappelons que sur ce budget, le gouvernement n'a tenu aucun de ses engagements. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui devait rapporter 2 milliards d'euros, au final, elle rapportera 5 fois moins, car elle ne s'attaque pas à l'évasion fiscale. La taxe sur les GAFAM, abandonnée suite aux pressions états-uniennes. Le social-macronisme, c'est, avec ce nouveau budget, 35 milliards d'euros de coupes dans les services publics et les collectivités. Cela représente 650 € par citoyen en taxes indirectes, en renoncement, en services dégradés. Ce budget organise l'appauvrissement général, alors même que la pauvreté en France a atteint un niveau jamais vu. La France, 7e puissance économique au monde, compte aujourd'hui plus de 10 millions de pauvres. Le social-macronisme, c'est le démantèlement méthodique des services publics, avec la suppression de plus de 4000 postes d'enseignants, de 515 postes à France Travail, de 2 milliards d'euros aux collectivités.
À quelques semaines des municipales, le gouvernement organise l'impuissance des mairies, y compris des mairies socialistes. Le social-macronisme, c'est le sabotage de la transition écologique, avec des coupes de 700 millions d'euros pour MaPrimeRénov', de 300 milliards d'euros sur le fonds vert, qui avait déjà été divisé par 2 dans le budget précédent. Le social-macronisme, c'est l'abandon des territoires les plus fragiles, avec 1,5 milliard d'euros de coupes pour l'outre-mer et une baisse de 3% du budget pour l'agriculture par rapport à 2025. Le social-macronisme, c'est une violence sociale ciblée contre les plus précaires, avec la suppression de la prime de Noël pour les allocataires sans enfants, le gel de l'aide médicale d'État, la non-revalorisation de l'AAH au niveau de l'inflation. Le social-macronisme, c'est une attaque organisée contre le logement social, avec la hausse des loyers HLM pour 42 000 ménages, de 30 à 60 euros par mois. Autrement dit, absolument aucune des 20 mesures du contre-budget présentées par les socialistes en septembre n'a été reprise dans le budget Macron-Lecornu, ni sur les classes populaires, ni sur le plan vert, ni sur la mise à contribution des grandes fortunes. Pire, le social-macronisme, c'est le programme du Rassemblement national contre les étrangers, avec la suppression des APL pour les étudiants étrangers extracommunautaires ou encore l'augmentation de 100 euros pour les titres de séjour. D'ailleurs, puisque ce budget reprend les propositions du RN, avec le vote des socialistes, rappelons que le combat contre l'extrême droite, ce n'est pas un slogan le temps d'une campagne législative ou pour une soi-disant primaire de la gauche. C'est une bataille permanente et ça commence par ne céder aucun centimètre quand le gouvernement reprend des mesures du programme du Rassemblement et du Front National. D'autant plus au moment où nous parviennent les images des ratonnades organisées par la police de l'immigration de Trump aux États-Unis, où chacun peut mesurer ce que fait un gouvernement qui synthétise le libéralisme et l'extrême droite, il est de notre devoir de nous opposer en défendant la rupture avec le système néolibéral. Et si les électrices et les électeurs ont majoritairement voté pour les candidates et les candidats du nouveau Front populaire en juin 2024, ce n'était pas pour qu'on jette notre programme de rupture à la poubelle aussitôt élu, mais pour qu'on le porte pour les semaines, les mois et les années à venir. Et c'est bien le Parti socialiste qui s'isole quand il tourne le dos aux engagements et au programme du nouveau Front populaire, pendant que la très grande majorité des députés écologistes et communistes et 100% des députés insoumis votent systématiquement les motions de censure. C'est dans ce contexte politique global qu'arrivent dans 6 semaines les élections municipales. L'offre politique se clarifie dans le pays. Le bloc libéral, l'extrême droite et le bloc populaire, social, progressiste, écologiste, de celles et ceux qui tiennent la ligne de la rupture nationalement et localement. On aura compris que le petit calcul du Parti socialiste, c'est de s'éviter une double campagne législative et municipale, car il est terrifié à l'idée de perdre des élus. Collègues socialistes, qui peut dire quelle est votre vision globale pour le pays, alors que vous changez de position à chaque nouveau chantage du gouvernement? Nous, les insoumis, ne perdons jamais de vue l'objectif politique qui dicte notre action politique, tourner la page du macronisme et de ses relais politiques nationaux et locaux. Et c'est dans ce contexte que les représentants, militants, élus écologistes ont lancé une tribune par laquelle ils revendiquent leur désaccord avec la ligne qui consiste à préférer les alliances avec le Parti socialiste et qu'ils choisissent l'écologie de rupture. Alors que les effets de la crise climatique ne se sont jamais aussi fortement fait ressentir, alors que le droit international est remis en question en plusieurs endroits du globe, à commencer par Gaza où le génocide est toujours en cours sous nos yeux, alors que l'extrême droite s'organise à l'échelle mondiale, je salue celles et ceux qui refusent que le projet antiproductiviste, anticapitaliste, antiraciste soit associé à la coalition PS macroniste. Ils et elles étaient 50 premiers signataires il y a une semaine. Ils sont désormais plus de 600 à revendiquer le programme, la stratégie et le périmètre politique du nouveau Front populaire. À celles et ceux qui nous écoutent, regardez comment votent vos députés à l'Assemblée. Regardez qui censure, regardez qui ne censure pas le gouvernement. Et vous saurez qui est capable de tenir une ligne de rupture. Et après les élections municipales, il y aura des élections sénatoriales, une élection présidentielle et des élections législatives. Autrement dit, ce qui se passe politiquement aujourd'hui clarifie l'offre politique pour les séquences électorales qui s'ouvrent en 2026 et en 2027. J'en profite pour rappeler
qu'il ne reste plus que 2 jours pour s'inscrire sur les listes électorales sur Internet et 4 jours pour s'inscrire dans vos mairies. Je conclus sur une célèbre citation de Louise Michel, figure de la Commune de Paris, militante révolutionnaire et féministe du XIXe siècle. J'ignore où se livrera le combat entre le vieux monde et le nouveau, mais peu importe, j'y serai. Tôt ou tard, nous y arriverons, aujourd'hui ou un autre jour. Peu importe où aura lieu la bataille entre le vieux monde libéral et le nouveau monde que nous défendons, nous y serons. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à présent à Monsieur Hervé Solignac pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, nous arrivons au terme d'une longue, trop longue séquence budgétaire et je voudrais donc avoir une pensée pour nos compatriotes qui ont subi nos atermoiements, nos tergiversations ces dernières semaines et ces derniers mois. Beaucoup se sont demandé, y aura-t-il un budget à Noël? Pour Noël, on a la réponse. Pour le reste, il me revient d'exposer les raisons qui conduiront les députés du groupe socialiste à ne pas approuver les motions de censure que nous examinons aujourd'hui, de sorte que s'il n'y a pas eu de budget au pied du sapin, Cupidon veillera à ce qu'il y en ait un pour la Saint-Valentin. Ce budget ne sera pas le nôtre. Il sera d'ailleurs à peu près le budget de personne. Et c'est bien parce qu'il sera celui de personne qu'il peut être celui de tout le monde. Mais ce budget sera, et il ne sera pas, celui de l'extrême droite. D'aucuns considéreront que c'est bien peu. Les socialistes considèrent qu'éviter le pire, ça n'est jamais bien peu, et qu'à cet égard, ils ont fait leur devoir. Ils ont fait leur devoir là où Emmanuel Macron a fui le sien. En installant une assemblée sans majorité au lendemain de la dissolution, le président de la République aurait pu prendre ses responsabilités. Il a préféré les transférer en quelque sorte à la représentation nationale, dont acte. Depuis 2 ans, nous avons donc assumé ces responsabilités dans la clarté et la constance. Ni posture, ni stratégie du chaos, ni ralliement. Nous avons fait le choix de nous mettre au service des Français avant de nous mettre au service de nous-mêmes, et il n'est pas question qu'on s'en excuse. Nous avons fait le choix de ne pas censurer a priori, en participant activement au débat et en le faisant avec l'exigence que nous devons à nos concitoyens. Lorsque ces exigences ont été méprisées, sans état d'âme, nous avons censuré. Ce fut le cas quand le gouvernement Barnier a tendu la main à l'extrême droite ou quand le gouvernement Bayrou s'est enfermé dans ses certitudes. Ici réside notre principale divergence de vue avec le reste des forces de gauche. Je veux croire que cette divergence relève plus de la méthode et qu'elle n'est pas insurmontable. Car en effet, les forces de gauche ont presque toujours uni leur voix lorsqu'il s'est agi de défendre des mesures budgétaires fortes et nécessaires pour le pays. Aucune voix de gauche n'a jamais manqué, ne manquera jamais pour défendre la taxe Zuckman. Aucune voix de gauche n'a manqué et ne manquera jamais pour rétablir l'ISF, dénoncer les 200 milliards de cadeaux fiscaux faits à quelques grands patrons ou bien encore défendre la décarbonation de notre économie. Malheureusement, qu'on le veuille ou non, ces mesures se sont heurtées à 2 réalités. La première, elle est arithmétique. 35% de l'Assemblée à gauche, ça ne fait pas une majorité nécessaire pour adopter des mesures. La seconde, elle est politique. Le macronisme n'a jamais tiré les leçons de ses échecs et n'a jamais abandonné son mantra néolibéral, refusant notamment de faire le moindre faux pas vers une fiscalité plus juste. C'est ainsi que le bloc central est devenu le trou noir dans lequel disparaissent un à un les astres morts de la Macronie. 2027 donnera l'occasion aux Français de sortir de cette séquence, mais avant cette échéance, nous avons encore un budget sur le bureau. 2 chemins s'offraient à nous pour l'aborder. Le premier consistait à se jouer d'une constitution qui n'a pas été pensée pour une assemblée sans majorité. Nous pouvions bloquer les institutions dans l'espoir d'une hypothétique censure, d'une hypothétique dissolution, d'une hypothétique présidentielle anticipée et de son hypothétique résultat. Pendant ce temps, les difficultés d'accès au logement des Français ne sont pas hypothétiques. La baisse de pouvoir d'achat n'est pas hypothétique. Les faillites d'entreprises ne sont pas hypothétiques. Les besoins dans notre armée
face aux défis du monde non plus. L'autre chemin, celui que nous avons choisi, c'est celui du débat parlementaire, du rapport de force aussi. Nous l'avons choisi parce que les socialistes sont en prise avec les réalités du pays, des réalités qui arrivent à leurs oreilles et s'exposent à leurs regards, des réalités qui accablent ceux qui ne vont pas bien et qui nous demandent de ne pas précipiter la France dans l'inconnu pour ne pas rajouter de l'angoisse à leur angoisse. Et quand les socialistes se tiennent aux côtés de ceux qui ne vont pas bien, ils sont à leur place, ils sont là où ils doivent être, aux côtés des vulnérables, aux côtés des salariés, aux côtés des commerçants et des artisans, aux côtés des jeunes et des retraités, aux côtés des fonctionnaires. Ils sont là où ils doivent être pour défendre ce que finalement, ceux qui n'ont eu finalement que les socialistes pour défendre leur sort dans cette séquence budgétaire. Ce chemin, c'est celui que nous avons emprunté avec un petit bataillon de députés, guère plus de 10% de cet hémicycle, dans le seul but de repousser des périls, d'arracher des progrès, de faire bouger les lignes d'un budget dont la copie finale est très éloignée de la copie initiale. J'étais récemment dans un lycée où un élève m'a posé une question très directe avec des mots à lui. Ils ont servi à quoi, les socialistes, ces derniers mois? C'est une question presque brute, mais elle contient dans sa simplicité la profondeur des grandes interrogations populaires. Eh bien, les socialistes ont servi. Ils ont servi à suspendre une réforme des retraites injuste pour que les Français tranchent cette question souverainement lors de la prochaine élection présidentielle. Ils ont servi à repousser l'année blanche, faute de quoi le pouvoir d'achat de nos retraités aurait été rogné et les prestations sociales gelées. Ils ont servi à défendre les Français qui travaillent en négociant une hausse de la prime d'activité. Ils ont servi à remettre la jeunesse de ce pays au centre des débats pour préserver les moyens consacrés aux bourses étudiantes et entériner le repas à 1 euro. Ils ont servi à faire voter des mesures d'urgence pour nos agriculteurs et pour les territoires ultramarins, toujours écoutés, rarement entendus. Enfin, les socialistes ont servi à écarter le spectre de l'extrême droite, invitant ainsi un nouveau scénario Barnier et donc un budget antisocial, anti-étranger, anti-progrès, bref, anti-tout. Les socialistes ont fait le choix de servir les Français, de les protéger plutôt que d'alimenter le mythe d'un chaos d'où pourrait sortir un monde meilleur. Ce budget est-il pour autant le nôtre? Certainement pas. Ces lacunes, nous les connaissons par cœur. La facilité eût été d'ailleurs de les exploiter pour censurer le gouvernement. Nous n'avons pas fait le choix de cette facilité. Nous avons refusé de nous laisser enfermer dans l'impuissance des postures. Et donc oui, il manque encore des postes d'enseignants. Oui, il manque des moyens pour la transition énergétique. Oui, il manque des budgets pour soutenir l'aide au développement. Oui, il manque des mesures pour mettre davantage à contribution les milliardaires qu'Emmanuel Macron n'a jamais cessé d'épargner. Ces insuffisances budgétaires auraient probablement mérité une plus grande mobilisation de la gauche pour qu'elles soient peut-être corrigées. Ça n'a pas été le cas. C'est ainsi. Nous respectons les choix de chacun. Fallait-il faire tomber un 3e gouvernement en 2 ans, sur les bases d'un budget qui n'est pas le nôtre, certes, mais sur lequel nous avons pesé pour en améliorer significativement les contours? Cette question se pose dans un contexte inédit. Ce contexte, il est fait d'une situation politique sans majorité possible, d'un antisémitisme rampant, d'un racisme décomplexé, d'une guerre en Ukraine qui n'en finit plus, d'un impérialisme américain qui met l'Europe à l'épreuve. Ce contexte, c'est aussi l'exaspération de nos concitoyens fatigués du cercle parlementaire, le cri d'alarme de nos paysans, l'angoisse des chefs d'entreprise qui avancent dans le brouillard. Et c'est à l'aune de ces réalités vécues et sur la base d'un budget de compromis que nous avons pris la décision de ne pas censurer le gouvernement. Cette non-censure n'est ni un blanc-seing, ni un renoncement. Elle est la marque de notre capacité à faire un choix exceptionnel dans un moment politique exceptionnel après des semaines de négociations difficiles. Elle n'est pas non plus, Monsieur le Premier ministre, un solde de tout compte. Notre main n'a jamais tremblé lorsque les promesses n'étaient pas tenues. Alors soyez certains de notre vigilance à la bonne exécution des engagements qui ont été pris
devant nous et surtout pour les Français. Si nous, socialistes, faisons le choix de clore cette séquence budgétaire, nous ne renonçons à rien et certainement pas à l'idéal républicain qui nous a servi de guide dans ces débats budgétaires et qui demeure notre indéfectible boussole. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Nicolas Ray pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Nous voilà donc arrivés au terme, nous l'espérons, de cette discussion budgétaire qui occupe notre Assemblée depuis 4 mois. Après 286 heures de débat en commission, en séance, des milliers d'amendements, nous sommes enfin en mesure de doter la France d'un budget. Ces débats ont été longs, trop longs pour certains. Mais pourtant, si on veut faire un peu d'humour, nous avons 3 jours d'avance, Monsieur le Premier ministre, par rapport à l'an dernier, puisque les dernières motions de censure avaient été rejetées le 5 février, sous le gouvernement Bayrou. Finalement, vous n'êtes pas si en retard. Monsieur le Premier ministre, on se rassure comme on peut. Ces débats ont été longs, trop longs, et il serait utile que nous repensions nos procédures parlementaires. Je sais, Madame la Présidente, que vous avez lancé une réflexion sur ce sujet et nous vous en remercions. Une fois encore, nous avons passé trop de temps en séance sur les recettes, du fait de l'obstruction et la multiplication des amendements par certains groupes de gauche de cette Assemblée, ce qui nous a empêchés d'examiner les dépenses dans l'hémicycle. Il n'est pas normal qu'un Parlement soit privé du débat sur les dépenses. À titre personnel, je pense que nous devrions débuter, Monsieur le Premier ministre, l'examen du budget dès le début du mois d'octobre. Je sais que ce n'est pas de votre fait, mais ce n'a pas été le cas depuis 2 ans. Je pense aussi, Madame la Présidente, que le temps législatif programmé, qui limite le temps de parole à chaque groupe en fonction de son importance, soit appliqué à l'avenir au texte budgétaire. Ces débats ont été longs, mais ils ont été aussi utiles. Chaque groupe a pu, en effet, s'exprimer et faire valoir ses convictions. Merci donc, Monsieur le Premier ministre, d'avoir laissé le temps au Parlement de débattre. Toutefois, aujourd'hui, nous ne pouvons plus attendre. Chaque journée sans budget pour la France, c'est aussi une journée de plus d'attente et d'incertitude pour les Français, pour nos entreprises, pour nos collectivités. Et surtout, pendant que nous débattons, le monde ici ne suspend pas sa marche. L'horloge de l'histoire tourne et ces derniers mois, elle a tendance à s'accélérer. Nous traversons une période de forte turbulence sur la scène internationale. Aux portes de l'Europe, la Russie poursuit son agression en Ukraine. La Chine a réalisé récemment